notre développement technologique, la circulation de l'information prenait du retard par rapport à ce qui se passait chez nos grands concurrents. Ce qui veut dire que nos entreprises qui achètent de plus en plus d'informations, qui ont besoin de plus en plus d'informations pour fonctionner, se trouvaient dans une situation discriminée, négative, dans toute une série d'autres domaines. Les banques, les services d'assurance, les services de la grande distribution, etc. Donc, il fallait faire quelque chose parce que sinon nous perdions notre situation concurrentielle. Le mouvement en Europe a été initié par le gouvernement britannique, par les commissaires européens dépêchés par le gouvernement britannique à Bruxelles, mais ça c'était le mouvement idéologique. Encore fallait-il trouver la pratique, le moyen de le faire. Mais là, deux commissaires britanniques au début des années 80 ont fait un exercice de style, une hypothèse d'école. On va interpréter à notre manière un article du traité de Rome, l'article 90, paragraphe 3, qui autorise la Commission européenne à adresser une directive aux États membres qui se comporteraient mal en matière de concurrence d'entreprises publiques avec les entreprises privées. Et eux se sont dit, on va interpréter de la manière suivante, non plus adresser une directive, mais arrêter une directive. Si on parvient à nous, Commission européenne, arrêter une directive, c'est-à-dire prendre une directive, c'est-à-dire se substituer au pouvoir législatif qu'est le Conseil de ministres européens ou les États membres, on va gagner. Ils ont essayé en 80. Plusieurs États membres, dont la France, ont porté plainte devant la Cour de justice européenne en 80. Et en 82, la Cour de justice européenne a donné raison à la Commission européenne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, encore, la Commission européenne a tout loisir de légiférer comme elle l'entend en matière de privatisation. Elle peut obliger un État membre, et en général c'est tous les États membres, à privatiser. La Commission procède habilement aux premières mesures de libéralisation. En 1987, elle commence par afficher une intention louable, construire une Europe des télécommunications. Immédiatement après, elle utilise l'article 90.3 pour officiellement libéraliser des marchés déjà largement ouverts à la concurrence, tels que les combinés téléphoniques, les fax ou les modems. Cette brèche dans les monopoles publics est un premier pas, apparemment inoffensif mais irréversible, vers une libéralisation généralisée. Juriste spécialiste du droit européen, Christian Trongnock est cadre à France Télécom depuis 1987. Il a suivi de l'intérieur l'étonnante évolution des dirigeants de l'ancienne administration face aux manœuvres de la Commission. On est passé d'une phase d'ignorance à une phase d'arrogance, puis finalement à l'acceptation de la concurrence. La phase d'ignorance, c'est une période où la Commission, par exemple, demande à France Télécom d'envoyer des experts nationaux contribuer à l'élaboration donc de la législation communautaire. Et ces experts partent en électron libre à Bruxelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de briefing, il n'y a pas de débriefing. On ne sait pas ce qu'ils y font, on ignore souverainement ce qui se trame à Bruxelles dans le domaine législatif. Et ces experts ont finalement une influence assez faible sur ce qui se construit. Pourquoi ? Tout simplement parce que les projets de directive sont commandés par la Commission à des cabinets anglo-saxons. Ils arrivent donc en anglais et l'expert français national ne peut obtenir que des modifications à la marge de ces textes. La période d'arrogance. Les hauts fonctionnaires des télécoms ont toujours eu conscience de vivre dans une espèce de citadelle, qui avait les moyens de faire prévaloir ses intérêts lorsque l'État essayait d'empiéter un peu sur leur précaré. Et ils ont le sentiment que ce pouvoir, ils l'ont tant vis-à-vis de l'État que vis-à-vis de la Commission. Ils n'ont pas intégré le phénomène de supranationalité et de prééminence donc du droit communautaire. D'un seul coup, la France a perdu le leadership au sein de l'Union européenne à mesure que de nouveaux membres sont rentrés.
Le polytechnicien Thierry Miléo a exercé d'importantes responsabilités dans les ministères avant de devenir le stratège de Bouygues Télécom. Il m'explique l'incapacité des dirigeants français à défendre le service public. La France a, c'est vrai aujourd'hui, un poids important. Mais auparavant, en toutes les années 70, c'était la France qui décidait à Bruxelles. Donc il y a eu cette confiance dans la pérennité du contrôle d'un système. Puis brusquement, on a perdu le contrôle, d'autres pays sont rentrés, ce qui est légitime dans la communauté, qui ont fait valoir leur point de vue. Le point de vue français n'était devenu qu'un point de vue parmi d'autres. Et à cela est venu se surajouter cette lame de fond du libéralisme mondial qui a débuté aux États-Unis au tout début des années 80. Les Européens, les Britanniques, sont les premiers à reconnaître que les services publics français sont d'une qualité remarquable. Ils sont les premiers à reconnaître que s'ils avaient été dans notre cas, ils n'auraient jamais procédé à la libéralisation des services publics. Ce qui est effectivement relativement étonnant. Quelque part, nous avons défendu les services publics un petit peu trop tardivement, et le mouvement de libéralisation lancé par les Britanniques, relayé en partie par l'Allemagne, était parti bien avant et s'intégrait dans un mouvement mondial d'ouverture à la concurrence des anciens monopoles. Donc attention, je ne suis pas en train de dire que le système français historique était mauvais. C'est pas vrai du tout. C'était un système excellent. Le problème, c'est qu'on était les seuls à l'avoir mis en œuvre. Je retournais à Bruxelles pour comprendre pourquoi les dirigeants européens avaient cru ou croyaient encore que les transformations libérales allaient résoudre la crise économique et le problème de l'emploi. Le socialiste belge Karel van Miert a pris en 1993 la succession de Léon Britten au poste de commissaire à la concurrence. Il avait accepté de me recevoir. Disons, il y a 10 ans, la situation est tout à fait différente. Le niveau de chômage était beaucoup plus bas. On était en plein développement du grand marché. Donc là, il y avait des espoirs qui, par après, sont avérés un peu ambitieux. Mais à ce moment-là, je dirais que les préoccupations n'étaient pas aussi présentes. Ce n'est que depuis 3, 4, 5 ans, quand on s'est aperçu qu'effectivement, le chômage était en train de se développer. À nouveau, également, au niveau de l'Union européenne, qu'à juste titre, il a fallu y prêter davantage d'attention. Mais nous n'avons jamais considéré, comme Commission européenne, que c'était là une raison d'arrêter le développement. D'ailleurs, technologiquement, on ne peut pas arrêter les choses. Le développement économique est tel que les grandes entreprises demandent une meilleure qualité de services et des services à un niveau plus global que le niveau national. Donc, nous avons essayé d'expliquer que même s'il risquait d'y avoir certains effets négatifs dans un premier temps, il valait mieux tout de même continuer le développement et la libéralisation, moyennant la mise en place de règles communes. Même si elle ne fait qu'appliquer les dispositions du traité de Rome de 1957, la Commission, si efficace pour promouvoir les intérêts du marché, ne se sent-elle pas responsable de l'échec de la construction d'une Europe sociale ? Eh bien, je ne crois pas qu'on puisse reprocher à la Commission une attitude de malaise. Au contraire, toute une série d'initiatives ont été prises, ont été mises sur la table. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est l'absence de volonté politique au niveau de certains gouvernements et aux autres de ne pas avoir mis, par exemple les Britanniques, devant un choix clair et en disant, bon, si vous voulez le grand marché,
il faut accepter également un certain nombre de règles d'accompagnement, de politiques d'accompagnement. Si vous ne le faites pas, on n'est plus d'accord. Il n'y a que les États membres qui peuvent le faire et qui peuvent en réalité mettre ceux qui traînent les pieds devant un choix clair. Ce n'est pas la Commission. La Commission ne peut faire que des propositions, ne peut qu'essayer de convaincre, ce que la Commission a fait, mais malheureusement, dans un certain nombre de domaines, sans trop de succès, car finalement, à la fin, c'est le Conseil des ministres qui décide. Ce n'est pas la Commission. On ne peut pas accepter que la Commission européenne se décharge de sa responsabilité du social sur les États membres. Hein, parce qu'elle a quand même le monopole de proposition de la législation communautaire. Donc, si elle ne propose rien sur le social, rien ne peut se faire en termes sociaux. En outre, lorsqu'elle veut faire passer une mesure libérale, libéralisation des télécommunications, de l'énergie ou que sais-je, elle sait jouer habilement des changements de gouvernement dans les divers États membres. C'est-à-dire qu'elle attend qu'il y ait eu tel changement de gouvernement pour essayer de faire passer un texte libéral. Que ne le fait-elle pas pour le social ? Plus la crise économique s'intensifie, et plus les dirigeants politiques s'en remettent aux forces du marché pour résoudre nos difficultés. Avant de quitter la présidence de la Commission européenne en 1993, Delors apporte une ultime contribution aux transformations libérales européennes sous la forme d'un livre blanc intitulé « Compétitivité, croissance, emploi ». La foi libérale est élevée au rang de dogme indiscutable. Refaire de la communauté un îlot de croissance stable est important pour nous, et je le répète, pour nos voisins de l'Est et du Sud. Davantage de compétitivité, puisqu'il est évident que, malgré les progrès réalisés entre 85 et 90, nous avons perdu de la compétitivité. En 1992, l'Europe est en pleine période de ratification du traité de Maastricht, qui doit consolider la construction européenne. La libéralisation vise désormais l'essentiel du marché des télécommunications, la téléphonie vocale. Craignant que l'annonce de mesures trop libérales ne fasse avorter le traité, Delors, habilement, demande à la Commission de calmer le jeu, ce qu'elle fait, mais en obligeant en réalité les États à prendre eux-mêmes une décision plus radicale. Donc, tout le travail que nous, on a mené, enfin le gouvernement français aussi, mais France Télécom, là, en tant que tel, du juillet 92 à mars 93, a été de ramer dans ce sens pour faire dire à la Commission ce qu'elle voulait réellement, et dire si c'est la libéralisation totale, dites-le nous, et dites-nous quand, et c'est pas demain matin, là, il faut du temps pour se préparer. Mais c'est plus clair, tant qu'à faire, que des choses subreptices qui font par effet de domino accélérer votre soi-disant programme. Gérard Moine, directeur du cabinet de Paul Quilles avant de rejoindre la direction de France Télécom, revient sur le changement d'attitude des dirigeants de l'opérateur public. Les responsables de France Télécom sont en effet soudain résignés, puis finalement séduits par les perspectives de libéralisation. Ils entreprennent de moderniser l'image de l'ancienne administration pour la préparer à une concurrence qu'ils appellent désormais de leur vœu. Nous n'avions probablement pas fait assez de communication interne, ça aurait probablement été un peu insuffisant, pour expliquer que désormais c'était une bonne chose pour France Télécom que d'avoir cette perspective, parce que cette perspective elle était inéluctable et il valait mieux l'avoir préparée et de l'avoir programmée que de la prendre comme ça au dernier moment. Et deuxième dimension, France Télécom s'est construit une capacité sur son territoire qu'elle peut aussi exporter sur le territoire des autres, et que le marché français, certes, il y aura du monde dessus, mais le marché européen, il y aura aussi du monde, dont France Télécom, dans des pays voisins, développés, avec lesquels on peut faire bonne figure. Une fois le traité de Maastricht adopté, les grandes mesures de libéralisation sont prises. Elles concernent l'essentiel du marché et imposent la restructuration complète du secteur. Chacun a fini par suivre les orientations de la Commission. Au cours de 2 conseils des ministres européens,
La décision d'ouvrir à la concurrence les services de téléphonie vocale et les infrastructures elles-mêmes n'est plus qu'une formalité. L'existence du secteur public des télécommunications en Europe est dès lors condamnée, sans que personne ne se soucie des conséquences de cette disparition.